count. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame pour un nouveau podcast d'analyse tactique. On reste sur les playoffs 2020 mais on passe cette fois à l'ouest et on va s'intéresser à la série opposant Denver aux Clippers. Donc j'aurais pu parler des Clippers qui font très forte impression dans le jeu mais je pense pas que l'analyse tactique était forcément très intéressante. En effet, offensivement, c'est une équipe qui joue surtout sur du 1 contre 1 en se reposant sur les qualités individuelles de Paul George, Kawhi ou Lou Williams. Et donc c'est vraiment un jeu très individuel, qui peut être très intéressant à regarder, mais pas forcément à analyser dans un podcast. De même que défensivement, c'est assez simple, efficace mais simple. On se repose sur les qualités individuelles des joueurs extérieurs et on force beaucoup le 1 contre 1, une défense assez individuelle avec pas mal de switch. Donc voilà, Doc Rivers c'est un très bon coach, mais c'est davantage un meneur d'hommes qu'un tacticien. Et donc pour parler tactique et analyse, je pense pas que cette équipe soit la plus intéressante. Par contre, je voulais profiter de cette série pour parler des Nuggets, et particulièrement d'un joueur au sein de cette équipe, c'est Nikola Jokic. Donc Nikola Jokic est un pivot massif serbe de 25 ans, un beau bébé de 2m13 pour 125 kg, qui a été formé à Megalex, donc c'est un club réputé pour sa formation de haut niveau, qui a notamment vu passer deux Français, Timothée Louvavou et Alpha Kaba ces dernières années, et qui sort régulièrement de très bons jeunes. Donc Nikola Jokic, ça fait 2 ans maintenant qu'il est vu comme un des 3, 4, 5 meilleurs pivots histoire de prendre large de la ligue. Et sur ses playoffs, il nous montre qu'offensivement, il fait partie des tout meilleurs en réalisant d'excellents playoffs. Sur le premier tour, on a beaucoup parlé de Jamal Murray dans l'actualité, à raison, avec ses gros cartons offensifs. Nikola Jokic est passé plus inaperçu, mais il a quand même sorti une série à 26,3 points, à 47% au shoot de loin, 8,5 rebonds, 5,5 passes. Donc c'est une série excellente d'un point de vue statistique offensivement. Et il n'a pas baissé le pied face à des Clippers qui sont pourtant redoutables en défense. Il tourne après les 3 premiers matchs, au moment où j'enregistre ce podcast, à 24,3 points, 11 rebonds, 5 passes. Donc il maintient son niveau de jeu et il est très impressionnant à voir, mais pas seulement juste d'un point de vue statistique, aussi d'un point de vue tactique et technique. Donc ça a été... D'abord, on a pu voir que c'était très intéressant de voir comment il a dominé les 2 séries, et d'une façon très très différente. Donc il a été opposé à des adversaires directs très différents. Donc d'un côté, un double défenseur de l'année, très longiligne, qui joue proche du cercle, très vertical, à personne de Rudy Gobert. Et ensuite, face aux Clippers, des pivots plus faibles défensivement, moins puissants et moins roublards, disons, avec Ivica Zubac et Montrezl Harrell. Donc d'abord, face au Jazz, on a vu une série où au début il a joué assez proche du cercle pour petit à petit s'écarter et shooter de plus en plus à 3 points. Donc on l'a vu énormément shooter à 3 points sur cette série, avec 2 matchs à plus de 10-3 points, ce qui est énorme pour un pivot. Et jouer énormément le pick and pop. Au lieu de, après avoir posé son écran, de faire un pick and roll, c'est-à-dire de rouler vers le cercle, il s'écartait et se retrouvait derrière la ligne des 3 points, prêt à recevoir pour shooter comme l'aurait fait un extérieur. Il a aussi usé, voire abusé du jeu poste haut, et voire du poste très très haut, c'est-à-dire même derrière la ligne des 3 points. L'objectif était très simple, c'était d'éloigner Gobert du cercle au maximum, car Rudy Gobert est une bien trop grosse menace sur le drive. En effet, il a notamment eu ses 2 titres de défenseur de l'année par sa faculté à modifier les trajectoires des tirs sur les pénétrations. On le voit bien avec les pourcentages de réussite face à Rudy Gobert en pénétration sont de moins de 43% sur ces 2 dernières années. Donc c'est vraiment un joueur qui gêne le drive, qui gêne l'accès au panier. Et donc plus il peut être éloigné du cercle, plus il va faciliter le boulot. Le fait d'avoir autant shoot à 3 points au fur et à mesure, de plus en plus, a aussi énormément laissé d'accès à Murray pour aller jusqu'au drive ou shoot à mi-distance, sans être inquiété par la verticalité de Rudy Gobert. Ensuite, la deuxième série face aux Clippers, sur le début de série, on a pu voir que Zubac est un joueur plus naïf que Rudy Gobert, et qui saute beaucoup plus sur les feintes, qui a davantage les mains qui traînent au lieu de les garder dans son cylindre,
et Jokic a énormément exploité ça. On l'a notamment vu au 3e match où Zubac a fait très rapidement 6 fautes, donc 2 très rapides en quelques minutes. Donc c'était surtout des fautes dans le jeu, pas forcément sur des tirs qui emmenaient des ballons sur le côté, mais il l'a rapidement mis hors jeu, son adversaire direct. Et donc en étant beaucoup plus agressif dans le jeu, en attaquant plus le cercle, en recevant beaucoup plus le ballon au poste. Donc il a énormément travaillé Harrell aussi au poste, soit pour aller tirer, soit pour ressortir sur un shoot. Et là, encore une fois, sur ses sorties d'écran, au lieu de jouer le pick and pop comme avant, il a vraiment joué le pick and roll en étant vraiment agressif directement vers le cercle. On a aussi vu un Harrell qui était moins à l'aise avec le fait de sortir loin sur les 3 points. Donc Jokic n'a pas hésité à sanctionner, mais c'était plus du bonus. La première idée était vraiment d'être une présence intérieure. Ce qu'il a peu fait face au Jazz. Donc ces 2 séries ont montré une chose très intéressante, c'est la versatilité de Jokic sur jeu placé. Donc c'est un joueur lent qui adore jouer sur jeu placé, et c'est surtout un pivot très complet, capable de jouer un peu partout, et qui est un joueur très cérébral. Il analyse beaucoup et s'adapte au fur et à mesure des matchs, mais aussi des séries à son adversaire, davantage qu'il ne force l'adversaire à s'adapter à son jeu. Il est un sorte de caméléon à ce niveau-là. Donc en apparence, c'est un pivot traditionnel, un peu ce qu'on qualifierait généralement d'à l'ancienne, c'est-à-dire un pivot qui va davantage jouer poste bas, dos au panier avec des moves pour se retourner. Donc forcément, on voit Jokic jouer au dos au panier, on pense à la formation d'ex-Yougoslavie. C'est vrai qu'on a eu des Balkans, donc c'est vrai qu'on a eu un paquet de pivots un peu dans ce style-là ces dernières années qui viennent des Balkans. Je pense notamment à Pekovic, à Vucevic, à Nurkic plus récemment. Même en remontant avant, on peut penser à la formation serbe en particulier, avec Divac ou Krstic qui faisait extrêmement mal au poste bas sur du jeu européen en FIBA. Donc Jokic présente toutes les caractéristiques de cette formation des Balkans, avec du jeu au poste, une grosse technique, un bon tir assez académique. Il en tente plus de 3 par match et son geste est plutôt bon, et il a d'ailleurs un pourcentage tout à fait correct. On retrouve aussi cette capacité à poser les bons écrans, une dose de vis, il est capable d'en rajouter sur les contacts quand il faut, obtenir les fautes quand il faut. Mais là où il est vraiment différent pour moi de la formation yougoslave, c'est à la passe. En NBA et même en Europe, je n'avais jamais vu avant un pivot passer autant. Donc on parle d'un pivot qui depuis 2 saisons tourne à 7 passes par match, ce qui correspond d'ailleurs, si on prend l'évolution du rythme NBA, à 10 passes par 100 possessions. Donc jamais aucun pivot ne s'est approché seulement de ces chiffres-là. On a eu Bill Walton qui était un très bon passeur, Hakeem Olajuwon, Pau Gasol aussi, qui étaient des très bons passeurs et qui ont fait des saisons jusqu'à 4-5 passes par match. Mais ils n'ont jamais donné cette impression de d'abord être là pour la passe. La passe était une option dans le jeu, mais n'était pas la priorité, comme c'est le cas quand on regarde Nikola Jokic jouer. L'unique joueur que j'ai vu un peu comme ça en NBA ces dernières années, c'est Boris Diaw, qui a créé le principe de point center, donc que je traduirai en français par pivot décisionnaire, c'est-à-dire quand le pivot devient le créateur, le décisionnaire du jeu, donc c'est lui qui gère le tempo, qui gère l'orientation, etc., et qui joue ce rôle de meneur de jeu, mais davantage dans la raquette. Sauf que Boris Diaw était plutôt un ailier shooter puis ailier fort qui dépannait à ce poste-là dans le small ball d'Anthony. Il n'était pas réellement un pur pivot, un pur 7-footer comme l'est Nikola Jokic. Mais je vois cependant un exemple frappant dans le basket de joueurs qui jouent exactement comme Jokic le faisait, c'était Arvydas Sabonis, après ses blessures. Donc Arvydas Sabonis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pivot de 2m20 lituanien, père de Domantas Sabonis, le pivot All-Star d'Indiana Pacers. Très connu notamment après une finale face à Robinson en FIBA où il avait marché sur l'amiral. C'était un joueur qui au début de sa carrière était très athlétique, puis après les grosses blessures en 86 et 87 de rupture de tendon d'Achille 2 fois, s'est mis à davantage se reposer sur d'autres aspects de son jeu, donc vraiment des côtés techniques, du vice, de la passe. Et donc c'est un joueur qui a marché sur tous ses adversaires toute sa carrière. Il a notamment dominé très longtemps à Kaunas en Lituanie, puis ensuite au Real Madrid en Euroleague.
et au niveau national en remportant des titres de meilleur scoreur, de MVP, etc. Et sur la scène internationale, il a tout gagné avec l'URSS et la Lituanie, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde ou même les Jeux Olympiques. Donc on parle d'un joueur, d'une légende du jeu européen, qui est peut-être, c'est débattable, mais un des 2-3 meilleurs pivots de l'histoire européenne. Et on retrouve beaucoup d'aspects de son jeu dans le jeu de Nikola Jokic actuellement. Donc je vais vous mettre en dessous dans la description sa finale qui est sur la chaîne YouTube de la FIBA, sa finale en 95 avec la Lituanie face à la Serbie, et vous allez voir, si vous prenez le temps de la regarder, que le jeu de Sabonis était extrêmement proche dans la façon de l'aborder de Jokic actuellement. En 95, Sabonis a déjà eu ses blessures et donc a un pivot beaucoup plus lent, presque pâteau sur le terrain. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il a cette même façon de jouer poste haut, avec une alternance de passes main à main en recevant le ballon poste haut, ou de se retourner pour distribuer sur ses coéquipiers qui coupent. L'équipe de même était construite exactement de la même façon que ces Nuggets, avec un pivot très fort techniquement, lent et passeur, Sabonis Jokic, et un arrière très talentueux, mais davantage scoreur que créateur, Jamal Murray et Sarunas Marciulionis. Et dans les deux cas, le système était simple, c'est on serre le pivot poste haut, tête de raquette, qui se retourne et qui distribue, avec des joueurs qui sont en mouvement tout autour de ce joueur qui est un vrai centre de gravité, et qui coupe vers le cercle ou vers les corners et les 3 points. Donc dans les deux cas, on a beaucoup de shoot à 3 points. D'ailleurs, c'est assez étonnant à voir en 95 autant de shoot à 3 points sur un match, surtout quand on est habitué au jeu NBA. Et donc il y a tous ces 3 points, mais il y a aussi ces coupes vers le panier et ces passes qui sont servies dans des espaces vides. Là, on croise une notion qui est très peu vue dans le basket et qu'on retrouve principalement au football. C'est cette notion de passe dans l'espace. Jokic, comme Sabonis, passe en fait dans les vides, dans les trous, là où les joueurs coupent. C'est vraiment une passe en profondeur. Quand au basket, on va passer à un coéquipier. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans le basket avec des joueurs avant comme Ginobili qui le faisait beaucoup, Steve Nash pas mal aussi, et qu'on retrouve beaucoup maintenant avec Luka Doncic sur ses pénétrations et sur ses pick and roll. En plus, ce qui est vachement intéressant avec ces joueurs qui ont un vrai rôle qu'on pourrait qualifier soit de meneur de jeu, mais je préfère le terme de tour de contrôle par le fait d'être au-dessus de la défense, c'est qu'avec leur taille et leur longueur de bras, ils trouvent des angles de passe en passant le ballon à une main que n'aurait pas pu trouver un meneur classique. À l'arrêt, avec les joueurs qui tournent autour, ils peuvent mettre des ballons par-dessus ou en tendant le bras vraiment loin sur le côté, que n'aurait pas pu faire un joueur d'1m80. Des deux côtés, on retrouve aussi une très grande technicité de la passe et une très bonne vision de jeu. Et moi, ce qui m'a le plus marqué avec Sabonis sur le match, que je vous mets en description en dessous, c'est cette passe volleyée, à un moment avec une passe volleyée en arrière, qui actuellement, si on l'aurait retrouvé dans des matchs actuels, aurait fini numéro 1 de tous les tops pendant pas mal de temps, et aurait fait le tour de tous les highlights. Mais pour moi, Jokic, il a une arme de plus que n'avait pas Sabonis à ce moment-là, c'est vraiment le jeu sur pick and roll. Il était peu joué par Sabonis, parce que beaucoup moins conventionnel à l'époque, et il permet vraiment de sublimer ses nuggets en attaque, en étant très intéressant car il y a une inversion des rôles. Là où généralement celui qui a la balle en main au début de l'action et qui reçoit l'écran est le créateur, et le pivot est le scoreur, dans notre cas à nous, Murray devient le scoreur et Jokic le créateur. En effet, Murray n'est pas un bon gestionnaire de pick and roll, là où Jokic a une excellente vision de jeu, donc on se retrouve avec un pick and roll où le ballon est lâché très très tôt avec un Jokic qui va s'écarter au lieu d'être une vraie menace, et c'est Jokic qui, en recevant le ballon, va distribuer ou attaquer le cercle, et donc être le dépositaire du jeu aussi sur pick and roll. C'est quelque chose que l'on retrouve notamment avec Draymond Green et Steph Curry sur le pick and roll des Golden State Warriors quand ils sont champions, surtout avant l'arrivée de Kevin Durant. Et c'est un aspect que je trouve très intéressant parce que il permet de poser beaucoup de problèmes aux défenses qui ne sont pas habituées à être dans cette configuration-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette équipe, on a vraiment le feu et la glace avec Jamal Murray et Nikola Jokic. D'un côté, on a un joueur qui est principalement un joueur sur jeu lent,
Jokic, qui prend la majorité de ses tirs après 15 secondes de possession, quand Jamal Murray est un peu plus un feu follet et prend la majorité de ses tirs en moins de 12 secondes. On a aussi d'un côté un joueur qui va favoriser des tirs assez complexes, quand Jokic va davantage refuser le tir, ou en tout cas ne pas accepter de prendre de tirs forcés. Et on a ce côté jeu d'instinct d'un côté, avec jeu analytique et presque de cerveau de l'autre côté. Donc je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, d'ailleurs les deux se complètent très bien, et c'est pour ça qu'en saison régulière, les Nuggets ont autant gagné malgré une base aussi jeune. Et l'autre aspect qui est très intéressant avec Jokic, c'est ce jeu à contre-temps. Donc c'est à contre-temps à tous les niveaux. Il est à contre-temps d'abord, que ce soit en termes d'époque, parce que c'est un joueur qui joue sur jeu placé, alors que maintenant la majorité du jeu se fait sur de la transition. Et c'est un joueur qui joue dos au panier, là où tous les analystes montrent que c'est le jeu le moins efficace. Et il commence petit à petit à être supprimé de la plupart des équipes. Or, Jokic arrive à le rendre efficace que d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue analytique. Et c'est ce qui perturbe pas mal. Et il l'est aussi en termes de tempo. Il y a pas longtemps, Jokic expliquait en interview que il était trop lent comme joueur, et donc pour réussir son match, il fallait qu'il force tous les gens autour de lui, dans son équipe et en face de lui, à jouer à son rythme. Il impose donc totalement le tempo, et cette notion de tempo, c'est vraiment une notion de meneur de jeu, de gestionnaire, qu'on retrouve. Donc c'est là où Jokic est vraiment le meneur de jeu au sens décisionnaire de son équipe. Mais cette lenteur et cette absence de mobilité est notamment quelque chose qui pénalise. S'il a envie d'être un concurrent à terme au titre de MVP et tout simplement d'être le franchise player d'une équipe qui peut jouer le titre. Il l'est sur plusieurs points. Donc déjà, au niveau du MVP, le MVP c'est vraiment quelque chose où les stats sont reines. Or, Jokic est un joueur qui joue lentement, qui prend son temps. Et plus on joue doucement, plus on prend son temps, moins les stats sont élevées, donc elles seront moins hautes, et c'est quelque chose qui le pénalisera. Mais on pourrait se dire que le fait d'être davantage un joueur de jeu placé devrait être à son avantage en play-off. Donc offensivement, c'est le cas, on le voit bien avec ses stats qui sont très impressionnantes, mais défensivement, ça crée davantage de problèmes d'être un joueur lent comme il l'est sur jeu placé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En effet, quand on est sur jeu placé, la majorité des attaques se font sur du pick and roll ou sur de l'isolation. On le voit notamment sur les stats de pourcentage de type de possession, de type d'attaque faite. Une fois arrivé en playoff, le pourcentage, toutes les équipes ont leur pourcentage de pick and roll et le pourcentage d'isolation qui augmente quand le pourcentage d'attaque en transition diminue. Or, ça pose deux problèmes. Cette lenteur pose deux problèmes. D'abord sur l'isolation, quand il y a un écran et qu'il se retrouve être obligé de switcher, c'est-à-dire d'échanger son joueur après l'écran pour défendre sur le porteur de balle, il est mis extrêmement en difficulté. Comme il est un joueur beaucoup plus lent sur ses appuis latéraux, il est obligé de descendre beaucoup plus bas et laisse énormément de place au shooter, ou alors se fait passer rapidement pour un lay-up facile au cercle. Et il a beaucoup été ciblé par Mitchell puis par les joueurs extérieurs des Clippers sur ses playoffs. L'autre point, c'est sur pick and roll. Il ne sort pas non plus lorsque l'écran est posé sur le pick and roll, il reste un peu en retrait, généralement légèrement dans la raquette, et donc laisse beaucoup de 3 points ouverts à ses adversaires, ou laisse au meneur en face la possibilité d'attaquer. Il n'a pas forcément le choix, car s'il montait plus haut avec sa faible vitesse, il pourrait très vite être pris sur soit la vitesse de l'extérieur, soit sur le roulement de l'intérieur qui irait plus vite que lui et pourrait finir facilement au cercle. Donc le problème, c'est que cette lenteur empêche de créer un système défensif agressif qui favoriserait davantage les interceptions et qui n'empêcherait d'être passif Denver en défense. Après, je ne dis pas que c'est un mauvais défenseur, c'est un bon défenseur au placement et sur l'homme quand il défend sur un pivot, sur le pivot en face, et qui est un pivot lent aussi. Il est tout à fait capable de prendre position, c'est un joueur qui sait jouer dur au mal, c'est un joueur qui met de l'envie et qui n'hésite pas à se battre dans la raquette. Mais c'est vraiment cette limite physique de lenteur qui peut lui poser des problèmes. Le deuxième problème aussi de son physique, c'est sa verticalité après sa lenteur. Il n'est pas une menace en pénétration, même en restant en second rideau. C'est là où on voit que Gobert n'est pas forcément très mobile, reste un excellent défenseur, mais aussi Whiteside qui refuse énormément de monter haut sur pick and roll
ou Brook Lopez qui reste dans la raquette généralement sur les pick and roll, ce sont des pivots qui contrent beaucoup ou alors qui sont des menaces à l'intérieur et qui compensent énormément leur mobilité par une gêne à l'intérieur et qui leur permettent de rester sur le terrain assez longtemps. Le problème de Jokic, c'est que il n'est pas vertical, il ne saute pas haut, et il est assez facile de marquer sur lui sur pénétration, ce qui fait que il ne peut pas être un verrou défensif là au large, il ne peut pas être un verrou défensif dans la raquette. Or, dans la NBA actuelle, un pivot défenseur est beaucoup plus important qu'un extérieur défenseur, car il a vraiment ce rôle de libéraux et de dernier rideau défensif. Denver joue donc sans dernier rideau défensif et laisse donc énormément d'espace derrière. Or, actuellement, la NBA favorise énormément les défenses collectives au détriment des défenses individuelles. La défense se joue vraiment à 5. Et donc le fait d'avoir un pivot qui sait défendre individuellement sur le joueur à son poste, mais qui n'est pas forcément capable de s'inscrire dans une défense collective, peut être un énorme frein en play-off, là où généralement les défenses prennent le pas sur l'attaque. Le deuxième gros problème que je vois dans son jeu, c'est une irrégularité offensive qui est due à 2 points. Principalement une irrégularité au scoring. Donc la première impression, c'est vraiment le fait de, quand on regarde les box scores, il lui arrive régulièrement de faire des matchs à 2-3 tirs. Et généralement, quand on regarde ces matchs, il donne l'impression d'une absence de combativité, vraiment d'être dans un jour sans, de refuser le jeu et de pas être... presque une absence de motivation en fait. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où il y a une passivité offensive réelle et un refus de tir. Donc c'est un joueur qui est très altruiste et qui l'est des fois trop. Une stat assez intéressante, c'est que 8% des tirs qu'il prend seulement sont des tirs avec un défenseur à moins de 50 cm de lui. Et ce chiffre monte seulement à 10% pendant ses playoffs. Cette stat est extrêmement faible pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est censé être la menace offensive principale de son équipe, et deuxièmement, parce que c'est un intérieur. Donc un intérieur a généralement toujours un joueur collé à lui, et le fait de ne prendre que des tirs quand il est totalement ouvert donne l'impression qu'il refuse d'aller au charbon et d'aller chercher lui-même ses tirs. Or, lorsqu'il est bien collé, on va avoir l'impression qu'il devient donc passif et refuse totalement d'aller au cercle pour davantage ressortir le ballon. Mais pour moi, cette irrégularité et ce refus, cette variété dans le nombre de tirs tentés par match est davantage due au fait qu'il joue pivot. En effet, le poste de pivot dans la NBA actuelle et dans le jeu actuel est vraiment un facteur d'irrégularité. On voit avec les autres meilleurs pivots de la ligue que sont des joueurs comme Davis ou Gobert qui sont régulièrement pointés du doigt pour des matchs où ils sont très passifs en attaque et se retrouvent, dans le cas de Embiid, à aller chercher ses ballons très loin et se retrouver à shooter à 3 points. Même s'il est le meneur de son équipe au sens décisionnaire, ça reste un joueur qui joue intérieur, dans une ligue d'extérieur actuellement. Donc vous pourrez me parler de Giannis ou Davis qui arrivent à avoir des très bonnes stats et de façon régulière et une vraie impact aussi de façon régulière sur les matchs, mais contrairement à Giannis et Davis, Jokic est un joueur qui a le ballon vraiment sur les spots d'intérieur, donc poste haut, poste bas, là où Giannis et Anthony Davis vont généralement chercher le ballon comme un extérieur le ferait. En fait, ce sont presque des intérieurs qui jouent un jeu d'extérieur. Le fait de recevoir le ballon sur les différents spots d'intérieur, poste haut, poste bas, à l'intérieur, ça dépend énormément des autres joueurs, mais aussi de pouvoir l'exploiter. Quand on a le ballon à cet endroit-là, si le jeu reste statique autour, il n'y a pas d'espace, l'unique solution sera de ressortir, parce qu'on se retrouve avec 2-3 joueurs sur moins d'1 mètre carré. C'est pour ça qu'on a vu, et ça s'est notamment accentué sur les playoffs, qu'un bon Nikola Jokic, c'était généralement égal à un bon mouvement de ses coéquipiers et des coéquipiers d'un bon jour. Ce n'est pas un joueur qui peut faire la décision tout seul. Il est le décisionnaire de l'équipe, mais ses décisions sont totalement tributaires des autres. Là où un meneur ou un arrière pourra totalement être dans un bon jour quand ses coéquipiers sont dans un mauvais jour et sauver le match, si Jokic est dans un bon jour mais qu'il n'est pas mis dans les bonnes conditions, il en sera incapable. Et c'est vraiment un problème récurrent de la NBA actuelle, qui fait que le franchise player est beaucoup trop dépendant de joueurs moins talentueux ou moins forts psychologiquement. Donc le pivot est vraiment un poste qui, pour moi, à mes yeux actuellement, fait la différence défensivement,
avec cette idée de libéraux et de rideau défensif, et qui a eu un impact énorme en défense, mais beaucoup moins offensivement en tant que franchise player actuellement. Même des joueurs comme Davis ou Embiid se retrouvent en fait avec totalement dépendants d'une autre star qui est un joueur extérieur. Même s'ils peuvent être les meilleurs scoreurs, ce n'est pas eux qui prendront les décisions dans le jeu. Donc après, ce sont davantage des profils scoreurs quand Jokic est davantage un créateur, mais on se retrouve dans cette situation où si le ballon ne l'aurait pas apporté au bon endroit, si on n'a pas créé une première chose pour les mettre dans les bonnes conditions, ce sont des joueurs qui seront en difficulté, au moins d'un point de vue victoire globale à la fin. Ils pourront peut-être faire les chiffres statistiques, mais on a bien vu que Embiid était beaucoup plus en difficulté sur ses playoffs lorsqu'il n'avait pas Ben Simmons avec lui. Donc tout ça pour dire que Jokic est donc un joueur très paradoxal et une anomalie dans la NBA actuelle. C'est ce qui le rend aussi détonnant et intéressant à regarder et analyser. Quand je le regarde, j'ai vraiment l'impression de voir une copie du vieux Sabonis en fin de carrière, mais d'un corps de jeune et qui le singe, que ce soit dans ses moves, dans ses passes, mais aussi dans ses déplacements pato, et jusqu'à la façon d'en rajouter en levant les bras pour obtenir des fautes ou en râlant auprès des arbitres. Techniquement, il est à mes yeux un des pivots les plus complets que j'ai pu voir sur un parquet, que ce soit en regardant des vieux matchs ou dans la NBA actuelle, mais dont les limites physiques ou de poste l'empêchent d'être vraiment la nouvelle terreur de la ligue. J'espère donc que cette analyse vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des nouvelles notifications au prochain podcast, et à commenter. Si certains aspects de mon analyse ne vous sont pas parus pertinentes ou que vous n'étiez pas d'accord avec, n'hésitez pas à commenter, je lis tous vos commentaires et je serai très ravi de débattre avec vous à ce sujet. Je vous dis à la prochaine et puis bonne suite pour les playoffs. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about